Nous avons le grand plaisir d'être avec vous dans cette circonstance spéciale qui est la fête du drapeau. Je pense que vous avez la possibilité d'identifier avec aisance ce visage. Mon nom, c'est bien Sonny Dely, c'est votre sociologue. 1803 nous rappelle une fête d'unité, une fête là où les affranchis et les nègres s'étaient rencontrés pour prendre une décision afin de finir avec l'esclavage. Nous avons de grands messages qui ont été véhiculés à travers cette rencontre entre Dessalines et Pétion. Et je pense que nous ne pouvons pas regarder ce message de manière inaperçue parce qu'il y a tellement de privilèges que nous pouvons en relever. Donc il faut dire que la fête du drapeau, c'est une fête tout à fait géniale dans l'histoire du pays. Donc ce n'est pas seulement une fête, mais c'est une nouvelle page dans l'histoire d'Haïti. C'était le moment décisif là où les mulâtres et la masse ont envoyé un signal pour nous dire que voilà le chemin à prendre, voilà l'itinéraire à considérer, c'est de pouvoir s'unir, c'est de pouvoir s'entendre pour le bien de la nation. Nous allons essayer de faire un parcours historique pour comprendre comment a eu lieu cet événement, comment a été possible la rencontre entre Dessalines et Pétion à un moment où nous savions bien que les mulâtres ne voulaient pas s'entendre avec la masse et comment ça a été possible une telle rencontre, une telle union pour pouvoir décider maintenant et l'avenir de ce pays. Au départ, il faut considérer la colonie de Saint-Domingue qui était une colonie d'exploitation, une colonie qui était fondée dans le but de rendre heureuse la métropole française. Et il n'y avait pas seulement la métropole française, et dans les années 1700, presque tous les pays de l'Europe manifestaient de l'intérêt pour venir en Haïti pour profiter de nos richesses. Il y avait l'Espagne qui était venue en premier et l'Espagne a exploité notre richesse. Il a exploité nos sous-sols. Donc à partir de ce moment, nous avons été victimes de la colonisation de l'Europe. Ce que vous devez savoir, c'est que au fur et à mesure, nous allons passer de l'esclavage des Indiens à l'esclavage des nègres. Et l'histoire nous a raconté comment a été possible ce remplacement de la main-d'œuvre des esclaves, puisque avec le système encomienda, nous avons eu l'esclavage des Indiens et comment l'esclavage des Indiens était remplacé par l'esclavage des nègres, c'est parce que il y avait un prêtre dénommé Las Casas qui disait clairement que les Indiens ne pouvaient pas résister à des travaux forcés, ils n'étaient pas faits pour ça, et voilà comment on avait décidé de faire venir les Noirs d'Afrique, et tout cela a été possible grâce au trafic négrier. Vous savez très bien quels étaient les organisateurs de la traite négrière. Donc, il faut dire qu'il y avait des idéologies qui étaient possibles avec l'Église, avec le christianisme. On a essayé de convaincre les nègres sur leur infériorité, de pouvoir accepter à l'esclavage en disant que c'est Dieu qui accepte une telle situation, qui accepte un tel sort. À partir de ce moment, nous avons eu l'esclavage. Donc,
Dans le trafic négrier, il y avait des traitements infra-humains, c'est-à-dire que les esclaves étaient traités comme des bêtes. Vous savez qu'il y avait le sort des esclaves. Tant de fois, quand ils étaient rebelles, on savait couper leurs bras, leurs jambes, essayer de mettre un seau dans leur tête. Tout cela a été possible. C'était un traitement vraiment inhumain. Et depuis l'Afrique, on a ligoté les esclaves. Ces esclaves-là qui étaient en prison, on les a vendus pour être venus en Amérique. Et lorsqu'ils étaient venus en Amérique, ils étaient traités comme des bêtes. Et c'est ainsi que nous avons eu un mauvais parcours en tant que nègres. Mais l'histoire va progresser à partir de 1791. On va commencer à parler de soulèvement des esclaves. Vous savez que les esclaves, avant 1791, ils savaient pratiquer certaines réactions pré-révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils pratiquaient le marronnage, ils pratiquaient le suicide, ils pratiquaient l'empoisonnement, ils pratiquaient l'avortement, etc. C'est pour montrer leur mécontentement face au système esclavagiste. Il faut dire que le système esclavagiste n'a pas été profitable aux esclaves. On utilisait les esclaves comme le moteur ou bien la machine de l'esclavage, donc pour pouvoir rendre heureux les colons blancs. Donc à partir de ce moment, il y a eu une frustration dans la colonie de Saint-Domingue. Et à partir de 1791, vous savez, sur la direction de Boukman, on a organisé un soulèvement après la cérémonie du bois caïman. Mais ce soulèvement était là pour revendiquer pour 3 jours de liberté. Les 3 jours de liberté qu'avait exigé la métropole française étaient interdits dans la colonie de Saint-Domingue à cause de la mauvaise foi des colons blancs. Et c'est ainsi que Boukman, qui était assez efficace, il était un Ougan, il était un homme assez puissant, il savait influencer les autres esclaves pour revendiquer pour 3 jours de liberté. Et on a montré comment cette histoire a progressé. On a passé de 3 jours de liberté à la liberté générale des esclaves. Vous savez que Boukman a connu un premier échec. On a tué Boukman et Boukman était remplacé par Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture, il avait un autre rêve, c'est de libérer tous les esclaves. Donc à partir de 1794, on a eu dans la colonie de Saint-Domingue la liberté générale des esclaves. Il faut comprendre qu'il y a une certaine différence entre la liberté générale des esclaves et l'indépendance haïtienne. On a commencé à parler de la liberté générale des esclaves après la ratification du 4 février 1794 de la Convention Montaillade. Vous savez, en France, il y avait plusieurs conventions qui ont eu lieu pendant la Révolution française. Et la Convention Montaillade était une convention vraiment radicale. Elle avait décidé de mettre fin à l'esclavage. Et voilà comment les esclaves à Saint-Domingue, ils étaient déjà libres depuis 1794. Maintenant, pour arriver à partir de 1802, il n'y avait plus d'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue. Tous les esclaves étaient libres. Mais comment a été possible l'armée indigène? Il faut dire que l'armée qui existait avant ne portait pas le nom de l'armée indigène. C'était une armée qui
qui était composée des insurgés et on parlait aussi de l'armée coloniale qui était sous le commandement de Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture, des fois, il n'avait pas respecté les principes de la métropole. Certaines fois, il avait décidé de faire des compromis avec l'Angleterre et c'est ainsi que la métropole française était mécontente et voilà pourquoi on allait procéder à l'arrestation de Toussaint Louverture parce que Toussaint Louverture n'était pas vraiment dans l'intérêt de la métropole française. Et voilà comment on a envoyé une expédition vers les années 1802 qui a procédé à l'arrestation de Toussaint Louverture. Selon l'histoire, le nom de l'armée indigène commence à partir de 1802. Après l'arrestation de Toussaint Louverture, les nègres étaient presque abandonnés. Ils n'avaient point de leader. Ils n'avaient point de dirigeants qui pouvaient les amener vers la révolution ou vers l'indépendance. Mais ce que vous devez savoir, c'est que 1803, c'est une date très spéciale. C'est une date qui essaie de nous motiver davantage sur notre destin, qui essaie de nous motiver davantage sur notre union, sur la nécessité de se mettre ensemble. Ici, on a essayé de dire que après la mort de Toussaint Louverture, les esclaves n'avaient point de dirigeant. Mais ce qui va soulever l'orgueil des esclaves, ce qui va motiver les esclaves ou encore les généraux une fois de plus, c'était l'arrivée du décret du 20 mai 1802. Et selon ce décret, on a dit que l'esclavage devait être rétabli. Avec l'arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir, on a recommencé avec l'histoire en France. Napoléon Bonaparte, il se mariait avec Joséphine. Joséphine était la fille d'un colon, ce qui veut dire que ce colon avait de l'intérêt dans l'esclavage. Et tout allait être basculé. N'oubliez pas que vers le 4 février 1794, ce n'était pas seulement dans la colonie de Saint-Domingue qu'on avait interdit l'esclavage, on avait aboli l'esclavage à la Guadeloupe, on avait aboli l'esclavage à la Martinique, on avait déjà aboli l'esclavage, Barbade, Tobago, etc. Et voilà une nouvelle décision qu'on devait considérer ou bien qu'on devait prendre en charge, c'est la décision de rétablir l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue. Et cette décision a été prise par Napoléon Bonaparte. Et selon l'histoire, Napoléon Bonaparte, il est monté au pouvoir en France après le coup d'État du 18 Brumaire, qui veut dire que le 7 novembre en France. Maintenant, Napoléon Bonaparte a décidé d'envoyer une expédition dans la colonie de Saint-Domingue pour pouvoir reprendre l'esclavage. Et c'est ainsi qu'on a vu la nécessité de créer une armée qui était capable de pouvoir prendre notre destin. Et c'est ainsi qu'on a vu dans l'histoire un moment idéal, un moment d'entente, un moment d'unification, un moment où on a laissé de côté tous les préjugés, toutes les discriminations qui existaient avant,
n'oubliez pas que les affranchis, ils étaient vraiment des gens qui vivaient avec beaucoup de discrimination. Parce que, souvenez-vous très bien, quand Auger et Chavannes ont résisté contre les Blancs dans le mouvement des affranchis, et Chavannes, qui vivait dans la colonie de Saint-Domingue, a conseillé à Auger de soulever avec eux l'atelier des esclaves. Et ce que répète Auger, Auger avait dit à Chavannes, nous devons agir sans eux. Ce qui veut dire que on avait considéré l'esclave comme une arme à double tranchant. Si on l'utilise demain, il sera utilisé contre nous. À partir de ce moment, il y avait un préjugé qui empêchait l'esclave de s'unir avec les affranchis. Et vous savez très bien comment a été la discrimination, la question raciale, la question de couleur dans la colonie de Saint-Domingue, ce qui considérait comme le socle même du système esclavagiste, parce que chacun essaie d'imposer sa domination en fonction de sa couleur. Les Blancs, face à la couleur, ils étaient mieux placés que les affranchis, et voilà comment ils étaient dominants à Saint-Domingue. Et les affranchis venaient en deuxième position. Ce qui veut dire, dans la colonie de Saint-Domingue, la question de race, la question de couleur, c'était le moteur même du système. Donc, à partir de ce moment, essayez de voir en 1803, là où les affranchis vont se mettre ensemble avec les esclaves, c'était un moment vraiment décisif, un moment qui nous a laissé beaucoup de messages, là où les préjugés ont terminé, les discriminations ont terminé. Maintenant, les affranchis essaient de se mettre à côté de Jean-Jacques Dessalines, et il se mettait à côté de Christophe. Voilà, on pouvait dire qu'il y a un plafond vert qui est brisé. On a brisé le plafond vert, ce qui veut dire quand il y avait difficulté maintenant de jouir certains droits, on dit souvent il y a un plafond vert. Au moment où on a accès à un droit qu'on n'avait pas eu dans le temps passé, on dit que le plafond vert est brisé. Ce qui était arrivé dans la Révolution américaine, vous savez très bien, les Noirs, ils n'avaient pas la possibilité de se mettre à côté des Blancs dans la Révolution américaine. Et lorsque les Noirs, ils étaient capables de se mettre ensemble avec les Blancs, on dit que le plafond vert a été brisé. Voilà comment nous pouvons dire que avec 1803, on a vu un plafond vert qui a été brisé parce que cette entente a été vraiment profitable. Donc, je dois vous dire que le nom de l'armée indigène n'a pas pris naissance avant 1802. Ce nom a pris naissance à partir du moment où les généraux ont appris la nouvelle du rétablissement de l'esclavage dans la colonie. À ce moment-là, ils commencent à concerter, ils commencent à dire comment nous allons finir, comment nous pouvons laisser une telle situation, comment nous pouvons accepter à une telle situation. Et voilà comment ils commencent à réfléchir et l'armée indigène va aussi prendre naissance dans une telle situation. Donc, c'est pour montrer que l'union des Noirs, l'union de la masse et des affranchis, c'était un moment vraiment idéal dans l'histoire de notre pays, là où nous devons nous renseigner sur la nécessité de se mettre ensemble. 1803, et on a fait appel à Dessalines
pour remplacer Toussaint Louverture. On commençait à remarquer Dessalines, c'est dans la guerre de la Crête à Pierrot. Lorsque Dessalines lançait des messages que tous ceux qui veulent devenir esclaves des Blancs sortent du fort et tous ceux qui veulent devenir libres s'arrangent autour de moi. Et on dit que la garnison crie ensemble, nous mourrons tous pour la liberté. Donc c'était une bravoure que le général Dessalines a montré pendant la guerre. Nous avons perdu beaucoup de batailles, mais finalement, nous avons eu la victoire grâce à notre détermination, grâce à notre persistance. Maintenant, Dessalines s'était fait remarquer pendant la guerre de la Crête à Pierrot. Là où Dessalines lançait des messages, il disait que tous ceux qui veulent devenir esclaves des Blancs sortent du fort. Et on dit la garnison criait tous ensemble, nous mourrons tous pour la liberté. Donc c'était une détermination, même devant la mort, ils ont décidé d'affronter les dangers, d'affronter les difficultés pour nous rendre libres. Donc le vrai message à vous communiquer, il y a toujours un moment de réconciliation dans l'histoire. Et dans tout le monde, lorsqu'il y a la lutte entre deux classes, il y a toujours un moment de réconciliation. Si nous prenons comme exemple les patriciens et les plébéiens à Rome, les patriciens ne se mettaient pas avec les plébéiens parce que les plébéiens, ils n'avaient pas le droit de vote, ils n'avaient pas le droit de se marier avec les patriciens, c'est-à-dire ils avaient des droits limités. À partir de 445, on dit dans l'histoire, 445, et on commençait à accepter le mariage entre les plébéiens et les patriciens. Et plus tard, on a accepté la liberté politique, la liberté civile, maintenant aux plébéiens. C'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité de se rencontrer, il y a une possibilité dans l'histoire de se réconcilier. Et nous avons eu cette occasion, c'est à partir de 1803, là où les nègres, les affranchis et la masse se mettaient ensemble pour dire que nous voulons combattre pour notre indépendance. Maintenant, on montre selon l'histoire comment Toussaint Louverture était en face de Rigaud. Parce que les affranchis et la masse étaient toujours des ennemis. Dans la bataille des couteaux, une bataille là où le général Rigaud, qui était un général affranchi, il avait massacré beaucoup de nègres. Il faut dire que dans les zones comme Petit Goave, là où régnait le général Rigaud, dans le sud. N'oubliez pas qu'avec la guerre du sud, il y avait le général Toussaint Louverture dans le nord et dans l'ouest, et il y avait le général Rigaud qui dirigeait le sud. Et dans la bataille des couteaux, on voit que beaucoup des nègres étaient maltraités par le général Rigaud. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des conflits entre la masse et les affranchis. Et n'oubliez pas que Rigaud, il a été exilé en France. Il était entré au pays à partir de 1803 avec l'armée expéditionnaire qui était l'armée de Leclerc et de Napoléon Bonaparte. Maintenant, nous avons essayé de voir comment il y avait beaucoup de difficultés pour une entente entre les affranchis et la masse. C'est en 1803 que cette
union était possible au bénéfice de la nation et au profit de la nation haïtienne. C'est-à-dire que on a essayé de rompre avec tous les problèmes qui existaient avant pour pouvoir rendre possible notre indépendance. Maintenant, c'était nécessaire une union entre Pétion et Dessalines. Cette union était tournée autour d'un drapeau à la cahier noir et rouge. C'était le drapeau de Dessalines. Mais au lendemain, après la mort de Dessalines, Pétion l'avait changé en rouge et bleu pour montrer que le bleu représentait les nègres et le rouge les affranchis. Quand je dis les nègres, les affranchis sont aussi des nègres, mais on essaie de faire une certaine démarcation quand on veut expliquer les affranchis et la masse. Maintenant, nous devons comprendre qu'il y a une nécessité pour que la société haïtienne se mette ensemble. Parce que il n'y avait aucun résultat dans le pays sans l'union des deux classes, sans l'entente des deux classes, sans l'approbation des affranchis, sans l'approbation de la masse. C'est toujours ainsi. Quand nous devons réussir, nous devons nous animer ensemble pour donner un résultat. Donc, ce qui veut dire que pour les gens qui parlent de révolution, il y a toujours un problème là. C'est toujours la manipulation des gens qui essaient de profiter du pays par un discours en disant que nous allons tout basculer, nous allons renverser les affranchis pour prendre le bâton de commandement. Et quand ils se sont arrivés au pouvoir, ils font le pire. Ils montrent une autre situation beaucoup plus difficile. À partir de ce moment, on peut voir qu'il n'y a pas issue sans l'entente. Il n'y a pas issue sans une politique d'union. Et c'est cette situation que les héros de notre indépendance, ils ont montré. Nous ne pouvons pas réussir sans une entente. En Haïti, nous devons commencer à réfléchir sur une dynamique d'entente, une dynamique d'union. Si nous prenons exemple, Afrique du Sud, il y avait une situation pareille, là où les Blancs, ils ont maltraité les Noirs. Si on se rappelle de la bataille de Soweto, de Sharpeville, plusieurs manifestants ont été tués, plusieurs manifestants ont été victimes. Mais au lendemain, lorsque Nelson Mandela était monté au pouvoir, on a créé une organisation qui était là pour parler du pardon, pour parler de réconciliation. C'est comme ça qu'on finira par détruire notre problème. Pour les gens qui essaient d'animer la population sur une éventuelle révolution, ça, l'histoire a connu beaucoup de révolutions. Nous sommes passés par là déjà. Nous sommes passés par cette situation. Nous devons reconsidérer la question de révolution parce que tout le temps, c'est un chantage pour nous montrer que c'est par le ressentiment que nous allons tout résoudre. Et pourtant, les héros de notre indépendance, ils ont montré que c'est par l'entente que nous finirons par résoudre les situations. C'est par l'entente des affranchis et la masse que nous finirons par dissoudre les situations. Aujourd'hui, nous vivons un autre moment. Là, il y a beaucoup de discorde, il y a beaucoup de panique dans le pays. Et ces paniques-là,
une distance qui existe entre les affranchis et la masse. C'est toujours les affranchis sont responsables de nos malheurs, ils sont responsables de nos situations, ils sont responsables de toutes les difficultés que connaît le pays. À partir de ce moment, il y a des leaders qui nous proposent comme résultat, c'est une question de révolution, Mais en 1843, on avait parlé de révolution. On a même rédigé le manifeste de Poisselin. Et les Noirs ont pris le pouvoir. On a passé de gouvernement de doublure. Quand on était arrivé dans le gouvernement de Salomon, on a connu des histoires aussi tristes. On a connu des histoires et avec la masse et avec les affranchis. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas à passer de là. C'est seule l'entente peut nous amener vers le changement. Seul un dialogue peut nous amener vers le changement. Tous les pays qui ont connu des difficultés pareilles, là où il y a un fossé au sein de la population, une distance au sein des gens, on ne peut pas avoir de l'union. Donc c'est surtout la réconciliation qui nous donne de résultats. Aujourd'hui, on peut mal comprendre notre intervention, mais on ne peut pas passer outre de cette intervention parce que si on continue à parler de révolution, on peut frôler un bain de sang, on peut frôler un génocide. Là au Rwanda, on a fait des milliers de morts, mais au lendemain de la révolution de Rwanda, seule l'entente pouvait apporter du changement. Au Rwanda, après la mort de Juvenal à Biarimana, Juvenal était dans la classe de la masse. Et on a tué Juvenal parce que les Tutsis, ils se considéraient comme mieux formés, comme mieux construits que les Hutus. Pendant longtemps, les Hutus étaient maltraités par les Tutsis. Ce qui veut dire, c'est la même situation que nous sommes en train de connaître dans le pays. C'est-à-dire, il y a un groupe de gens qui nous manipulent. Nous ne savons à quel sein nous vouer. C'est pour vous montrer qu'il y a tant de difficultés. Mais cette situation existait déjà. Cette situation existait déjà à Rwanda. Et cette situation existait déjà dans beaucoup d'autres pays. Mais quelle voie nous devons prendre? Quelle voie nous devons considérer? Est-ce la voie de la révolution? Est-ce la voie de la révolte? C'est toujours une question de conflit, une question d'échoucage, etc. Donc, ça n'amène à aucun résultat. Nous devons considérer aujourd'hui, seule l'entente peut nous apporter un changement. Et aujourd'hui, essayer de réfléchir sur une dynamique de changement. Et après l'indépendance, on a tué Dessalines parce que Dessalines revendiquait pour la justice sociale. Dessalines a voulu défendre la justice sociale, là où tous les gens ont les mêmes droits, là où tous les gens ont accès à un logement, ont accès à un emploi, tout le monde, et Dessalines essaie de mettre tout le monde sur une même balance. À partir de ce moment, donc on a tué Dessalines. Mais on a établi l'oligarchie des mulâtres. On a passé plus d'une vingtaine d'années avec la direction des mulâtres ou encore le pouvoir des mulâtres, oligarchie des mulâtres. Mais en 1843, on a essayé de mettre un noir au pouvoir. Mais malgré divers changements, on n'a pas arrivé à doter le pays de changement. Ce qui veut dire que, est-ce que nous pourrons toujours continuer à parler de révolution, révolution, révolution? Est-ce là la résolution? Est-ce là le changement? Est-ce la meilleure façon de réfléchir? Donc nous devons comprendre que aujourd'hui, tous les Haïtiens
doivent comprendre la dynamique de changement passera par notre entente. Comme cela a été fait à Rwanda, comme cela a été fait à Rome, comme cela a été fait en Afrique du Sud, nous devons commencer à réfléchir une société sans ressentiment, c'est-à-dire apprendre à pardonner nos frères. C'est cette situation qu'on a montrée à la Caille, malgré les mauvais souvenirs qu'avaient les Noirs, parce qu'on a maltraité les Noirs, on a maltraité la masse, mais ça n'empêche pas, en 1803, les affranchis et la masse devaient se mettre ensemble pour sauver le pays. Si les affranchis commençaient à réfléchir pour dire que, selon le code noir, ils étaient considérés comme des privilégiés devant les nègres, on n'aurait pas eu l'indépendance. Et si les esclaves, ils se souvenaient du mauvais traitement des affranchis, n'oubliez pas que les affranchis, ils étaient colons aussi. Donc si les nègres commençaient à réfléchir sur les mauvais traitements que leur avaient infligés ces nègres et ces colons-là, il ne serait pas possible maintenant un 1804. Ça veut dire que 1804 a été possible, c'est grâce à une entente entre les affranchis et la masse. Aujourd'hui encore, il y a possibilité pour qu'on puisse commencer à parler de changement, d'entente, union, essayer de réconcilier la société haïtienne. Sinon, nous serons toujours dans un perpétuel recommencement. La meilleure solution, ne vous laissez pas manipuler par des populistes qui vous disent et ils ont le changement. Le changement se passe par la révolution. Le changement se passe par l'exécution des affranchis, des mulâtres. Le changement se passe par un génocide quelconque. Ce n'est pas le meilleur moyen de réfléchir, la meilleure façon de réfléchir. Il faut commencer à comprendre que le changement passera par une entente, par l'union, comme cela a été fait en 1803. 1803, c'est une date exceptionnelle, une date qui nous rappelle comment il était possible cette union entre la masse et les affranchis. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons commencer à réfléchir parce que les mulâtres, ils sont aussi des Haïtiens. Nous sommes aussi des Haïtiens. Nous devons comprendre que seule l'idée de se mettre sur une même table qui arrivera à nous aider à sortir dans notre carreau. Haïti devait déjà sortir de son marasme si nous avons essayé, si nous commencions déjà à réfléchir sur cette entente que faisaient les affranchis et les Noirs à Saint-Domingue. Donc 1803, c'est une date qui nous rappelle le fruit de notre réconciliation, le fruit de notre entente. C'est-à-dire, seule l'entente peut nous amener vers le changement. Il n'y a pas à passer de là. Haïti renaîtra de ses cendres, mais sachez bien que le changement est inéluctable via l'union. L'union, c'est le seul moyen qui nous permettra de résoudre le problème d'Haïti. L'union est le moyen efficace pour finir avec notre misère. Merci parce que vous étiez avec moi pendant tout ce message, comme on avait déjà l'habitude de vous montrer notre position sur un ensemble de situations. Nous avons tant de plaisir de vous rencontrer et nous aurons encore beaucoup de plaisir de vous communiquer notre position. Merci. Nous vous donnons une autre occasion pour un autre message. Merci. À la prochaine.